Merci Michel. Et en t'écoutant, on se disait que tu pourrais remplir un théâtre tous les soirs, tout en apprenant, en faisant apprendre certaines choses. Donc on va passer à ce débat sur TPE, PME, des entreprises libérales. Est-ce qu'elles sont une valeur montante? Elles le sont, c'est sûr, de l'économie française. Et pour en parler avec nous ce matin, je vais appeler le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Patrick Bernasconi. Merci de les applaudir. Mettez-vous au milieu. Oui. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Monsieur Jean-Pierre Crouzet, donc le président de l'U2P. Madame Agnès Verdier-Molinier, qui est à la une du Figaro Magazine, d'ailleurs, il faut le souligner, ce week-end, et qui est présidente de l'IFRAP, qui est j'allais dire un syndicat, non, une fondation, et un think tank que vous connaissez tous, et qui a d'inspiration libérale, et puis le maître des lieux, évidemment, Michel Chassang, qui nous rejoint. Alors, président Bernasconi, vous avez vu le tableau dressé par Michel Godet. Les professions libérales, est-ce qu'elles sont le moteur de l'économie de demain? Je pense que c'est un des moteurs importants de l'économie française, parce que d'abord, elle a plusieurs qualités extrêmement significatives. Elles sont réparties sur l'ensemble du territoire, et au nom de la continuité des services et de ces territoires, elles jouent un rôle bien évidemment essentiel. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on doit leur porter une attention particulière, parce que demain, évidemment, il y a une dimension, mais il me semble que dans le débat actuel, même politique, dans le cadre de la campagne électorale qui s'annonce, on ne parle pas assez de cette dimension des territoires et des carences que l'on peut y constater. Donc oui, je pense que les professions libérales sont au cœur de sujets, par exemple, extrêmement importants, la continuité des territoires, la prise en compte des fractures dans les territoires, et elles jouent un rôle important du côté de l'emploi, parce qu'on le voit bien, elles créent aussi beaucoup d'emplois, elles amènent des services, une continuité des services, et derrière, il y a aussi évidemment d'autres sujets que cela lève, c'est-à-dire on lève aussi des problèmes d'investissement, d'infrastructure, de mobilité, comment on assure et on permet demain à ces professions libérales de pleinement exercer leur métier et leur profession sur ces territoires. Je veux parler par exemple, j'étais avec Marie-André Blanc, qui était la présidente de l'UNAF, qui me disait j'habite un pays tout près de Puy-en-Velay, je vais le citer, petit village, je dis où j'ai enfin la 1G. Donc on voit bien que la continuité dans le territoire en termes d'infrastructure et d'investissement n'est pas complètement là. Et oui, donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un rôle essentiel, sans parler évidemment des métropoles où on retrouve cette profession. Alors, comment expliquez-vous ce paradoxe? Ce sont des entreprises, malheureusement, qui n'emploient pas beaucoup de salariés, et puis si on en croit les chiffres qui ont été présentés. Et il y a un débat politique qui est assez vif en ce moment en France, et les professions libérales, on n'en parle pas. Même à droite. On en parle peu, parce que peut-être qu'il faut à ce moment-là montrer peut-être une meilleure visibilité. Le mouvement qu'elles viennent de faire... Ça c'est de la mauvaise foi. Parce que, non, mais il faut s'organiser. Et je pense que le mouvement qui vient d'être fait en créant cette... l'U2P. Et je pense que c'est un bon mouvement pour mieux exister dans le paysage. En effet, en vous organisant mieux, en étant plus présent, en étant davantage représentatif dans le domaine social en particulier, ça va permettre à cette profession d'être mieux organisée, d'être plus entendue et d'être prise en compte. Donc il est extrêmement important, justement, qu'elle trouve toute sa place dans un jeu de discussion et de normalisation. Et de ce point de vue-là, ça va rééquilibrer les choses. Elles doivent se mettre au cœur des sujets et donc s'organiser en fonction pour pouvoir être plus présentes. Je vais passer là, on va prendre... l'avis de M. Berger. Vous avez vu, Michel Godet a dit qu'il était pour les syndicats, mais il fallait qu'il y ait plus de syndiqués, ce qui paraît de bon sens. Quand on parle de syndicats en France, souvent on pense plutôt au secteur public. La CFDT, je sais, depuis plusieurs années, essaye d'accroître son influence dans le secteur privé. Les professions libérales, ça représente quoi pour vous? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Pour la CFDT, 70% de ses adhérents sont dans le secteur privé.
D'accord. Et notre plus grande fédération, c'est la fédération des services. Ça a dépassé depuis longtemps la fédération de la métallurgie, etc. La profession libérale, c'est d'abord 1 million de salariés, grosso modo, et c'est une place, donc ça veut dire un champ d'investigation important pour la société, mais on n'est pas absent. Vous savez qu'avec l'UNAPL, d'un niveau multiprofessionnel, puisque c'est le cas le champ de l'UNAPL, on a une pratique contractuelle de discussion qui est parmi les plus riches de ce qu'on peut avoir. On discute formation professionnelle, on discute conditions de travail, on discute même dialogue social. Et donc, nous, on n'est pas absent de ces professions-là. Tout à l'heure, lorsque j'ai arrivé, un de vos collègues m'a dit, mon assistante dentaire, je peux le dire, est candidate aux élections dans les commissions régionales sur la liste CFDT. Donc on essaie d'être présent, mais moi je suis d'accord avec Michel Godet, il le sait. Évidemment, il faut plus d'adhérents dans les organisations syndicales, mais c'est une question qui est posée aux organisations syndicales. Quelle utilité? Et je crois qu'avec avec Luc de l'UNSA et d'autres, on essaye de montrer un syndicalisme utile, réaliste, pragmatique et en même temps qui porte des ambitions. Et puis de l'autre côté, il y a quand même la question d'une question qui est renvoyée aussi, mais c'est ce que fait Michel Godet à travers l'instauration d'un chèque syndical. Je ne voudrais pas faire un sondage pour savoir qui serait d'accord dans la salle, mais cette question-là est posée de comment on... C'est quoi un chèque syndical? Un chèque syndical, ça peut prendre de multiples formes. Ce qu'on connaît dans certains, c'est une contribution pour aider les salariés à choisir l'organisation syndicale à laquelle ils pourraient vouloir adhérer. Ça fonctionne dans quelques grandes entreprises. Ça a fait... chez AXA, ça fonctionne. Ça a permis d'augmenter le nombre de salariés syndiqués. Et puis surtout, ça sort de l'idée quand même. Moi, je suis persuadé que ça sortirait de l'idée que syndicalisme égale ce que nous montrent les médias. Parfois, j'ose le dire, c'est-à-dire des gens en colère, incapables de penser le monde d'aujourd'hui et encore moins celui de demain. Le syndicalisme, c'est pas ça. Et je crois en faire avec d'autres la démonstration assez quotidienne. On parle souvent du modèle danois, du modèle scandinave de ce point de vue. Est-ce que c'est quelque chose qui est transposable à la France? Oui, mais c'est une question partagée des deux côtés. C'est une conception du monde du travail et de l'économie telle qu'elle est, c'est-à-dire la prise en compte des parties prenantes essentielles, c'est-à-dire évidemment de ceux qui investissent, de ceux qui dirigent les entreprises, mais aussi de ceux qui exercent une force de travail au service de cette économie. Et donc, c'est la question du dialogue social. Vous savez, dans les petites entreprises, ils vont avoir l'occasion de voter, alors en retard, parce que... Bientôt, en fin décembre, début janvier, pour élire dans les commissions régionales pour instaurer du dialogue social. C'est ce que font les Danois, je reviens, vous le savez, d'une réunion internationale. Dans un certain nombre de pays, la capacité à se mettre autour de la table, à regarder où sont les difficultés et à les traiter, ça se passe, parce qu'il y a une tradition de dialogue social, ça se passe dans de bonnes conditions. Et en France aussi, ça se passe dans de bonnes conditions à de multiples reprises. On est tous les deux, et vous avez vu qu'on était plutôt copains, entre guillemets, copains tout court d'ailleurs, on a négocié un des accords les plus structurants en termes de dialogue social de ces 20 dernières années, qui donne, par exemple, personne ne le sait, mais qui revoit la façon dont se passent les plans sociaux dans notre pays pour qu'ils soient beaucoup plus courts en termes de traitement, avec beaucoup moins de recours juridiques. Et on a su le faire parce qu'on s'est parlé, on a regardé la réalité telle qu'elle était des entreprises, les intérêts des uns et des autres, et on a réussi à faire du sens commun. C'est ce qu'il faut rechercher dans notre pays, ce que n'est pas assez recherché, je le regrette, mais ce n'est pas que imputable au syndicalisme. Moi j'en ai marre qu'on parle des syndicats, je vous le dis franchement, il y a différentes sortes de syndicalisme. De la même manière, je pense qu'il ne faut pas parler, moi je ne parle pas du patronat au sens large, même si je me réjouis de la création de cette union qui vient de se faire, parce que je pense que les petites entreprises, moi j'étais salarié d'une entreprise de moins de 10, et je crois que les petites entreprises, c'est aussi un mode de relation qui est des fois plus humain, j'ai envie de dire, que ce qui se passe dans certaines grandes entreprises. Merci, mais Jean-Paul Crouzet. C'est plutôt sympathique comme accueil, ça, hein, des applaudissements, c'est bien. Jean-Paul Crouzet, vous êtes plus fort là maintenant, l'U2P? Oui, je pense que c'est une richesse supplémentaire qui est apportée. Je voudrais rappeler que depuis 2013, nous travaillons avec Michel Chassan. En 2014, nous avions signé un protocole d'accord et qui nous a permis déjà de mieux nous faire entendre vis-à-vis des pouvoirs publics. Et il y a un moment où il faut concrétiser officiellement ces rencontres
ce travail de fond qui est important, puisque si nous avons des métiers différents, c'était déjà le cas à l'ex-UPA, parce que la différence qu'il peut y avoir entre toutes les professions ne doit pas être un barrage à l'intérêt général que nous défendons. L'intérêt général, il est fiscal, il est social, sur des entreprises patrimoniales et familiales, donc avec la proximité que nous avons de nos salariés, parce que nous sommes des gens qui parlons peu, qui produisons de l'effort, et là je voudrais y associer également les salariés qui travaillent dans l'entreprise, parce que c'est ce qui fait notre force. Mais ce dont nous sommes aujourd'hui très très volontaires, c'est la justice fiscale et sociale que nous réclamons. On ne peut pas dans ce pays continuer à prendre des décisions qui sont pour 2% des entreprises, alors que nous avons une richesse exceptionnelle. Nous avons aujourd'hui un déficit de compétences professionnelles. Nous avons 600 000 emplois non pourvus dans notre pays. C'est dans nos entreprises. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a des déficits de compétences professionnelles. Parce qu'il y a un véritable sujet qui est celui de l'orientation scolaire. Et là, nous avons un vrai problème. Et comment comprendre qu'aujourd'hui, un cadre qui est en restructuration, qui a 25 ans, qui a 26 ans, découvre les secteurs économiques qui sont les nôtres? Ce n'est pas acceptable. Donc, laissons encore le choix aux jeunes, une fois qu'ils sont informés, de poursuivre leur formation dans l'enseignement général ou dans le monde économique. C'est un choix qu'il faut leur donner, mais ça ne peut pas concerner que ceux qui sont en échec scolaire. Donc, il y a un véritable souci. Michel Godet disait tout à l'heure 3 fois plus d'apprentis en Allemagne. Et il a raison. Et combien de fois je l'ai rapporté à nos ministres pour dire, mais attendez, prenons conscience aujourd'hui de nos jeunes, de la connaissance qu'ils doivent avoir de nos métiers, de ce qui peut leur être offert, et puis il faut réformer le contrat d'apprentissage, il n'est plus adapté. Comment aujourd'hui ne pas créer des passerelles sur un jeune qui ne connaît pas le monde d'entreprise, qui ne connaît pas le métier dans lequel il s'engage, et qu'au bout de 2 mois, s'il n'a pas pris sa décision, il faudra qu'il attende 1 an après pour changer. Donc c'est une adaptation qui est nécessaire, qui doit être rapide, mais qui passe par des réformes, et malheureusement, eh bien, on sait qu'on est bien souvent écouté, mais jamais entendu. Agnès Verdier-Molinier, pardon de vous donner la parole alors que la galanterie aurait voulu que je vous la donne en premier. Vous êtes tout excusé. Comment on fait justement? Parce que je lisais récemment que dans une enquête publiée dans les Échos, qu'en Allemagne, par exemple, il y a une tentation aussi de faire de moins en moins d'apprentissage. Attention, on prend le modèle allemand, mais les Allemands sont en train d'évoluer là-dessus. Comment on fait en France pour, une bonne fois pour toutes, dire l'apprentissage, c'est important, il faut qu'on s'y mette, alors qu'on voit que les chiffres du nombre d'apprentis, les chiffres sont ridicules. Il faut supprimer le collège unique. Ça passe par quoi? Nous, à la Fondation IFRAP, on a vraiment fait des comparaisons très fines sur l'apprentissage France-Allemagne, et on s'est rendu compte que pour un coût qui était relativement identique, vous aviez beaucoup moins nombre d'heures d'apprentis sur le terrain dans l'entreprise en France par rapport à l'Allemagne. Donc déjà, il y a plus d'heures sur le terrain, moins de contraintes au quotidien dans les normes qui enserrent les conditions de travail de l'apprenti, mais surtout que pour chaque heure qui est payée par l'entreprise, eh bien, finalement, ce ne soit pas plus cher. Parce que quand on fait le ratio à l'heure passée réellement dans l'entreprise, ben c'est beaucoup, beaucoup plus cher en France. Donc ça, c'est vraiment donner envie aussi d'avoir une filière d'apprentissage. Et ça se passe aussi au niveau de l'école. Moi, j'ai encore entendu parfois au niveau du ministère de grands experts qui disaient mais l'apprentissage, c'est pas aussi bien, c'est pas la filière qu'on veut promouvoir. On a vu d'ailleurs le gouvernement actuel revenir sur des réformes qui avaient été faites par le précédent gouvernement sur la question de l'âge de l'apprentissage. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Il faut savoir que les écoles en Allemagne sont beaucoup financées par les entreprises, et qu'il y a un lien qui se fait de manière très concrète entre le monde de l'entreprise et l'école. En France, on dirait qu'il faudrait faire financer les écoles françaises, y compris dès le primaire, par des entreprises. On dirait, ah non, ce serait terrible, ce serait très mauvais de prendre en main les élèves dès le plus jeune âge. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est réconcilier l'école et l'entreprise dès les premiers enseignements, finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Moi, j'aimerais reprendre sur la question des indépendants. On a moins d'indépendants en France. Par rapport à la moyenne de l'Union européenne, on est à 10%.
les autres sont à 15, les Britanniques sont à 14, les Allemands sont un peu en dessous de nous, mais comme ils sont au plein emploi en réalité, en valeur absolue, ils sont plutôt au-dessus. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'avoir plus d'indépendants en France ? Et moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une véritable envie de fond qui dise à tout un chacun, être indépendant, c'est l'avenir, c'est formidable, etc. Pourquoi ? Donc, il y a un discours ambiant qui est de dire oui. Je vous coupe 2 secondes parce que chez les jeunes notamment, et l'année dernière, c'était l'objet de l'intervention de Rivaton, que vous connaissez bien, Oui. c'est de dire que l'état d'esprit avait quand même changé. Il y a 10 ou 15 ans en arrière, quand on faisait des sondages auprès des 25-35 ans, eh bien, les 2 tiers voulaient devenir fonctionnaires, non pas pour être planqués, mais parce qu'il y avait une certaine noblesse à être fonctionnaire en France, et c'est encore vrai d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, les statistiques, enfin les sondages montrent que 75% des mêmes jeunes, c'est-à-dire des 15-25 ans, veulent être, sont pour l'entrepreneuriat, pour être entrepreneurs, peut-être pas à leur compte, mais ils veulent être dans le monde de l'entreprise en revanche. Oui, parce qu'ils ont compris qu'ils ont une part de liberté, d'indépendance, qu'ils vont être plus maîtres de leur destin, plus responsables, etc. Mais est-ce que le système les y encourage ? Alors justement, quels sont les blocages alors ? Le système les dissuade. Alors quels sont les blocages ? Le système les dissuade. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous regardez, et nous l'avons fait la comparaison à la Fondation IFRAP, la situation d'un salarié au SMIC, ou alors un peu plus au-dessus du SMIC, c'est-à-dire à 1,6 SMIC, versus un indépendant qui va dégager un revenu net de 1,6 SMIC. Eh bien, on a une situation où, avec le zéro charge pour les salariés au SMIC aujourd'hui, et les allègements de charges au-delà, on ne va pas rentrer dans les détails, eh bien, la situation du salarié est qu'il a une couverture sociale qui lui coûte à peu près globalement la même chose, y compris la part patronale, par rapport à l'indépendant, mais il va être beaucoup mieux couvert. Donc, on dit finalement, il faudrait que les jeunes prennent des risques, deviennent indépendants. Finalement, ils ne sont pas garantis de leur revenu annuel, ils ont tout à prouver chaque année, et en même temps, ils vont avoir une couverture sociale qui va leur coûter aussi cher pour finalement être moins bien couverts, parce qu'ils ont un taux de remplacement à la retraite qui est de 38% au niveau des indépendants, quand le salarié, au niveau du SMIC, il est à 59%. Ils n'ont pas droit au chômage, alors qu'ils payent la même chose entre un zéro charge et un indépendant. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir, comme un salarié du privé ou du public, la prise en charge de manière très récurrente des jours de carence. Ils ont 8 jours de carence pour un indépendant en général, 90 jours de carence pour un médecin. Donc pendant 3 mois, vous n'avez pas de revenus quand vous êtes malade. Et on imagine que dans ces conditions, on va avoir une appétence extraordinaire pour l'augmentation du nombre d'indépendants. Alors si on ne change pas le cadre, il n'y aura rien qui va se passer. Et il nous faut 1 million d'indépendants supplémentaires. C'est ça l'objectif, 1 million de plus, parce qu'évidemment, il faut créer de l'emploi salarié. Moi, je suis pour créer de l'emploi salarié. Mais tout ne peut pas passer par des emplois salariés secteur public ou secteur privé. Et on a créé un système qui est trop cher, qui est trop lourd, qui n'est pas possible à financer. Et à un moment, il faut revenir aussi sur la question de ce système. Quand on compare avec les autres pays, et ça on l'a fait aussi à la Fondation IFRAP, vous avez tout sur Internet, vous vous rendez compte que nous, notre indépendant, il est à 47% ou 46% de cotisation. En Belgique, il est à 22%, aux Pays-Bas, il est à 31%, en Suède, il est à 29%, en Espagne, il est à 30%, et au Royaume-Uni, il est à 9%. Voilà. Donc, évidemment, on part pas avec les mêmes règles du jeu, et on part avec un système qui est calqué sur le système, en réalité, de protection sociale des salariés du public et du privé, en se disant que l'indépendant doit être aussi bien couvert. Et même j'entends en ce moment que les candidats à la présidentielle disent qu'il faudrait apporter à l'indépendant un système de couverture de chômage. Mais je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Je suis désolée de le dire. C'est permettre plus de flexibilité et de choix. De Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était ça, non ? Il y a du côté d'Emmanuel Macron, il y a cette proposition. Aussi, ouais. Il y a beaucoup de candidats qui commencent à dire qu'il faudrait créer un système d'assurance chômage. Pourquoi ça serait pas bien alors ? Parce qu'en réalité, le système assurantiel qui coûte 0 en cotisation, moi je ne le connais pas. Voilà. Donc il y a déjà trop de cotisations et on va rajouter un volet ou une strate ou une couche de cotisation supplémentaire. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est au contraire de permettre à nos indépendants
qui ont choisi justement d'être plus responsables dans leur carrière, d'avoir une capacité de choix. Et l'autre jour, j'étais interviewée par le RSI pour leur congrès. Ils sont venus à mon bureau et j'aurais dit, voilà, je ne comprends pas que le RSI, qui est au service normalement des indépendants, ne soit pas dans une démarche propositionnelle, disant, voilà, on expérimente. Vous êtes tous des grands, vous êtes tous des adultes. Vous pouvez très bien choisir entre un système qui est tout compris et très cher, puis un système un peu moins cher, mais qui vous apporte une couverture sociale un peu moins importante, etc. etc. Ça, c'est ce que font les autres pays. Hein. D'ailleurs, les Allemands, ils ont tenté de mettre en place un système de couverture de retraite obligatoire et ils n'ont pas réussi, pour les indépendants en l'occurrence. Donc la question, c'est vraiment plus de flexibilité, plus de possibilités, plus de choix. Et c'est exactement l'inverse qu'on entend en ce moment dans les discours. Alors faites attention, hein, parce que sur les questions RSI, sur les questions fiscales, peut-être qu'on abordera tout à l'heure, j'ai peut-être On va parler du RSI. Utilisé mon temps de parole. Bah là, sinon, on est encore à 15h avec vous. Oui, sur ces questions RSI, fiscalité, il faut faire des propositions claires sur la table. Et que les partenaires sociaux qui siègent, je pense à mon voisin de droite notamment, qui siègent dans toutes ces instances, soient des forces de proposition. Parce qu'on ne peut pas critiquer un système sans proposer des modifications de fond. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas d'un côté dire c'est trop cher et de l'autre ne pas proposer des réformes structurelles. Alors Jean-Pierre Crouzet va vous répondre, mais on va d'abord passer la parole, si vous voulez bien, Président, on va d'abord passer la parole à Laurent Berger qui voulait réagir sur ce que disait Agnès. Je ne veux pas réagir. Moi, je crois qu'il faut considérer que maintenant les parcours professionnels, les parcours de vie sont des passages d'une situation à une autre. Et de considérer qu'on devrait, que lorsqu'on arrive comme salarié, c'est pour être comme salarié pendant 45 ans, c'est faux. Et on voit bien cette génération Y, mais même celle qui la précédait, est beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile entre des parcours qui seront parfois du travail indépendant, parfois du travail salarié, et reviendra au travail indépendant, parfois la cohabitation des deux situations. Et la question qui est posée, et qui est maltraité dans notre pays, c'est le droit à l'échec. Le droit à l'échec. Les droits à l'échec. Parce que si, évidemment, la prise de risque, s'il faut que ça marche à tous les coups, ça ne fonctionne pas comme ça. On le voit aujourd'hui dans ce qu'on appelle la nouvelle économie. On a des gens qui sont mis en avant parce qu'ils ont réussi, et quand ils expliquent leur parcours, on voit qu'ils ont échoué 2 ou 3 fois précédemment. Mais ils n'ont pas échoué parce qu'ils étaient mauvais. Ils ont testé, ils ont expérimenté. Et si on veut sécuriser tous ceux qui s'engageront à un moment donné vers le travail indépendant, qui voudront revenir comme salariés, eh bien, il faut qu'on leur assure une sécurité pendant leur parcours professionnel. Et c'est là où je suis en désaccord avec l'idée qu'on n'aurait pas à réfléchir à un socle commun qui permettrait, pendant son parcours professionnel, d'avoir des droits au retour, d'avoir des possibilités d'échec qui fait qu'on puisse rebondir, etc. Parce qu'autrement, on va vouloir sécuriser au maximum. Ça coûte une fortune. Un système complètement libéré de toute contrainte est un système qui se sclérose. Mais ça coûte très cher ce que vous dites. Laurent Berger, ça coûte très cher ce que vous dites. Après, c'est des questions de choix, mais ça ne coûte pas forcément plus cher si on réoriente un certain nombre de dépenses. Moi, je ne suis pas du tout fermé sur ce côté-là, mais il ne faut pas laisser penser que c'est parce qu'on libérerait l'ensemble des énergies d'aucune contrainte qu'on créerait forcément de l'activité. Je n'y crois pas, parce qu'il y aurait une espèce de mouvement de recul. On voit bien aujourd'hui sur les gens qui sont indépendants, on a parlé de l'ubérisation, etc. Mais parmi tous ceux qui travaillent par exemple dans la communication ou dans le conseil qui sont indépendants, eh bien, ils ont aussi besoin d'être accompagnés en termes de services, en termes de protection sociale, ce qui ne veut pas dire qu'on adapte forcément nos systèmes pour les mettre dans les cases. Ça veut dire qu'on repense la protection sociale tout au long de la vie et qu'on fasse les choix en fonction de ce que sont les objectifs. Mais on ne peut pas être que sur des objectifs économiques, il faut aussi des objectifs de cohésion sociale. On voit bien que des pays qui sont cités parfois ont eu du mal à maintenir cette cohésion sociale. Monsieur Crouzet, pourquoi le RSI a si mauvaise presse là? Alors c'est tout à fait exact. Il faut que vous répondiez à la question de Agnès. Non, mais
elle a totalement raison. Je vous Dans coupe la 2 mesure secondes. où, Si vous effectivement, voulez nous sommes poser des questions, vous tous pouvez. convaincus aujourd'hui du mauvais fonctionnement du RSI, qui n'est pas Ouais. une nouveauté. Alors, ce qui est dommageable, c'est que la communication qui a été propagée a laissé penser qu'on pouvait obtenir des prestations sans cotisation. Alors ça, c'est déjà un premier point. Donc bien rappeler, parce que lorsque l'on explique à quoi sert le RSI auprès de nos mandants, qu'on leur explique les cotisations face aux prestations, ça peut être compris. Ce qui n'exclut pas le mauvais fonctionnement. Et le pouvoir des administrateurs au RSI. Et le rassemblement au sein de l'UDP demain va nous donner encore plus de puissance. Parce que malheureusement, c'est le législateur qui fixe les conditions du RSI, ce n'est pas les administrateurs. 2, il semble important que véritablement on prenne conscience qu'on ne peut pas faire des rappels chez des professionnels sur des sommes incontrôlées, non signées. C'est ce que l'on reçoit. Quelquefois, et j'en ai été le victime, donc je peux en parler, vous recevez un rappel de cotisation de 80 000 €. Et la même semaine, vous recevez que vous êtes à jour de vos cotisations. Alors, moi, ça ne m'effraie pas, parce que je connais les problèmes, mais imaginez le professionnel qui reçoit ça, il se demande ce qui se passe. Et vous recevez ce rappel sans pour autant savoir quel est l'interlocuteur qui vous l'a envoyé, ça rappelle ça. Donc, c'est un problème de fonctionnement qui est à revoir dans ce cadre-là, parce qu'on ne va pas revenir sur le débat, mais vous savez que la précipitation dans laquelle tout ça s'est fait, les systèmes informatiques non compatibles ont conduit à ces difficultés, et que malheureusement, eh bien, il faut que le législateur en tant que tel, ou les responsables, veuillent bien encore une fois entendre les professionnels sur ce dysfonctionnement, et puis ne pas laisser courir d'un autre côté que c'est pas normal de payer le RSI. Alors oui, tout n'est pas normal, parce que tout à l'heure, Michel Gollet parlait du BNC ou du BIC, qui est dans nos professions. Or, comment accepter aujourd'hui que le capital réinvesti dans nos entreprises soit soumis au RSI? C'est un exemple. Comment voulez-vous qu'on puisse développer aujourd'hui de l'investissement alors que on paie, c'est la double condamnation, ce n'est pas possible. Donc il y a beaucoup d'explications qu'il faut donner. Le RSI doit servir effectivement à donner des prestations sur des cotisations versées, mais pas d'étrangler les professionnels sur des cotisations qui sont totalement injustes. Michel Chassan, un mot là-dessus? Alors, pour ce qui nous concerne, le RSI fonctionne un peu mieux que celui des artisans. Il a été victime de moins de bugs pour des raisons compréhensibles. Une des raisons essentielles, c'est que la retraite, l'essentiel des retraites des professions libérales sont dans les caisses de retraite autonomes. C'est la VPL pour le régime de base, et il y a 10 régimes spécifiques donc, qui recouvrent à peu près l'ensemble des professions ici rassemblées, à part les avocats qui sont à part, peu importe. Voilà, donc ça, les choses sont en train de s'arranger. Mais moi, je pense, comme vient d'exprimer le président Crouzet, c'est que ce problème est plutôt derrière nous. Il faut bien le reconnaître et être objectif. Mais il faut bien aussi reconnaître que le RSI a été victime d'une campagne médiatique de presse, véritable acharnement, il faut bien le reconnaître. Il y avait encore une manifestation avant-hier à Paris. Et cette manifestation, elle est assez peu lisible. D'une part, elle dénonce avec justesse les dysfonctionnements du RSI, mais d'autre part, il y a une remise en cause, et ça revient. Et ça rejoint un peu ce qu'a décrit Agnès tout à l'heure. C'est des gens qui dénoncent le poids trop important des charges qui pèsent sur leur entreprise, soit à titre personnel, soit en tant qu'employeur et gestionnaire de l'entreprise. C'est ça le vrai problème. Or, comme l'a dit très justement Jean-Pierre Crouzet, il n'y a pas de prestation sans cotisation. Il n'y a pas non plus d'assurance maladie, enfin en tout cas, c'est les bases du système français, sans mutualisation entre les acteurs. Or, on a choisi un système qui est très solidaire dans notre pays et qui repose sur ce principe de mutualisation. Et évidemment, on peut en choisir d'autres. On peut en choisir d'autres. D'ailleurs, on voit bien toute la campagne qui est actuellement sur le programme santé de François Fillon. On voit bien en matière de protection sociale combien tout ceci soulève des problèmes. On voit bien d'ailleurs qu'on est en train de faire quelques petits redressements. Donc, on montre que finalement le pays n'est pas si prêt finalement à une certaine privatisation, ou en tout cas une mise en concurrence, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Une mise en concurrence entre les systèmes obligatoires solidaires que nous connaissons d'assurance maladie classique et les systèmes privés. Voilà, donc je pense que la France n'est pas tout à fait mûre à ça. Je pense, pour rejoindre ce qui a été dit, c'est que derrière un professionnel, il y a une entreprise. Et on l'oublie très souvent. On voit un médecin, on voit un avocat, on voit un expert comptable, on oublie que derrière, il y a une entreprise, il y a une machinerie. Cette entreprise,
elle a des fins de mois bouclées comme toute entreprise, elle a des recettes, des dépenses, bref, elle a du salarié et elle a tout ça. Et quand on discute du dialogue social, quand on discute des problèmes économiques, quand on prend des mesures, eh bien on ignore systématiquement toutes ces entreprises. Et je vais prendre un exemple concret, pour avoir rencontré quand même pas mal de responsables politiques, et en particulier des candidats à la prochaine présidentielle. La plupart ignorent totalement que la majorité des entreprises que nous représentons ici sont au BNC, c'est-à-dire aux bénéfices non commerciaux, au BIC et au BA pour les agriculteurs. La précision qu'a fait Michel Godet tout à l'heure. Il a raison, les Michel. politiques ne connaissent pas. Tous assimilent une entreprise à l'IS. Mais quand on parle d'IS et quand on parle de baisse de IS de 33 à 28, nous, on n'est pas concernés majoritairement ici. Voilà le problème. Et donc, quand on pose la question... Et quand on pose la question, parce qu'on a eu un débat dans l'hémicycle justement sur ce sujet récemment, on dit ils n'ont qu'à passer à l'IS. Franchement, est-ce que c'est sérieux d'avoir des réponses gouvernementales, hein. Ce ne sont pas des réponses évidemment réputées de base. Donc on est face à un problème où franchement, on a l'impression qu'on pèle là dans la choucroute et qu'on a des vagues tellement importantes devant nous qu'on ne peut pas avancer. C'est ça le sujet. Patrick Bernasconi, c'est peut-être parce que nos politiques ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise en fait, non ? Il y a beaucoup de marge de progrès à faire de ce côté-là. Là, je pense que la France a besoin évidemment de beaucoup plus de diversité qu'elle n'a aujourd'hui. Et de mélanger les différentes populations, on y gagnerait beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, elle est assez Et à un moment donné, aller faire un tour dans les entreprises est une bonne chose, aller à la rencontre des autres est une bonne chose. Et je voudrais parler par contre d'un lieu où vraiment on mélange les populations. C'est chez vous. Et on va... Eh oui, c'est chez nous. Pourtant, vous aussi, vous n'avez pas bonne presse. Hein, on veut vous supprimer tous les 4 matins. Oui, enfin, je pense que c'est une idée qui est plutôt sur le reculoir aujourd'hui. D'accord. Donc je ne suis pas complètement inquiet. Le seul moment où on a supprimé le Conseil économique, social et environnemental, c'est sous Vichy. Ouais. Et pour moi, une bonne démocratie, je vais vous dire comme je le pense, c'est un système de représentation qui a toute sa légitimité et un système aussi de corps intermédiaire qui permet une vision sur le moyen et le long terme. Le jour où vous en prenez au corps intermédiaire, même s'ils ont besoin de progresser, vous en prenez à la démocratie. Et ce jour-là, je peux vous assurer qu'on n'est pas très loin des extrêmes. Alors il faut juste savoir un peu ce qu'on veut dans ce pays. Où on veut défendre la démocratie avec les outils qui vont avec. Je veux bien entendre qu'on peut faire des économies de démocratie, mais que les démocraties peuvent faire des économies, mais faire des économies de démocratie en voulant tuer un jour le Sénat, le lendemain le CESE, après diviser par 4 l'Assemblée nationale, ça s'appelle une dictature. Il faut juste savoir ce qu'on veut dans ce pays. Alors, justement, j'ai une autre question à vous poser, Président Bernasconi. Pour le savoir, le Conseil économique et social produit un nombre de rapports importants, très intéressants, très fouillés. Et ces rapports qui concernent souvent, d'ailleurs, des secteurs d'activité qui ne sont pas tellement étudiés par justement d'autres représentants de la nation. Pourquoi ils ne sont pas plus pris en compte ? Alors, ils sont beaucoup plus pris en compte qu'on ne le pense. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément. Donc, nous, on a à faire un effort de pédagogie et de montrer comment nos travaux sont repris. Alors, parce que il y a c'est une pas des nouvelle rapports de mandature qui est en technocrates, place. c'est des rapports de... Regardez, par exemple, si on parle de la loi El Khomri, dedans, on a produit un avis qui a été incorporé à la loi, qui est la culture du dialogue social. L'ensemble des préconisations, c'est un avis qui a été porté par Luc, ici présent. L'ensemble des préconisations ont été reprises dans la loi. Il n'y a pas eu un seul amendement, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. L'ensemble est totalement passé dans la loi. On peut prendre l'avis sur les travailleurs détachés. C'est quand même un sujet d'actualité. Oui. Cet avis a servi de base à la loi. Et aujourd'hui, cet avis est véhiculé partout en Europe. Et je peux vous en prendre des dizaines comme cela. C'est-à-dire les préconisations que l'on sort du Conseil économique, lorsque les députés et les sénateurs sont honnêtes, ou les ministres sont honnêtes, ils le disent bien, on s'en sert beaucoup et on sait l'utiliser. La difficulté que l'on a, je pense, et là on doit bien réfléchir à la façon dont on fonctionne, c'est qu'on puisse se faire saisir des sujets et être dans l'actualité, c'est ça qui est important. Parce que lorsqu'on s'auto-saisit des sujets, on a plus de mal à faire reprendre nos préconisations. Si on est saisi des sujets, si on sait aller sur les sujets sur lesquels on doit aller, on sera repris. Nos préconisations seront mises en lumière et à nous de le faire savoir. Et je pense que de ce point de vue-là, dans la mandature qu'on a mis en place, dans lequel on va retrouver l'UNAPL, on va retrouver l'UPA et donc UDP, je peux vous assurer qu'on peut faire un travail en commun avec l'ensemble des partis du Conseil pour montrer ce qu'est l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de sujets dans ce pays. Parce que ça ne sert à rien de vouloir proposer des réformes qui sont de véritables fractures si on n'est pas capable de les passer le lendemain.
Je peux vous assurer une chose, lorsqu'elle passe au CESE, vous avez l'acceptabilité de tel ou tel sujet. Par contre, à nous de nous saisir de tous les sujets d'actualité. C'est dit. Agnès, vous vouliez réagir tout à l'heure sur ce que disait Oui, Jean-Paul Crouzet. sur la question de, pour revenir à la concurrence, à la diversité au RSI, je comprends qu'on soit pour la concurrence. On est pour la concurrence. Pourquoi on n'est pas pour plus de concurrence, justement, dans notre système social ? Ça, c'est une vraie question. C'est une question qu'il va falloir, à un moment, poser. Parce qu'on est dans une situation où, finalement, il n'y a pas de choix. Et quand il n'y a pas de choix, il y a forcément des systèmes qui dysfonctionnent, etc. Vous avez parlé tout à l'heure des BNC, des BIC. Cette question de la fiscalité des indépendants est aussi au cœur du sujet. Hein. Moi, j'ai bien vu que vos sujets de préoccupation, c'est les charges sociales, les impôts, les normes, la complexité. Voilà les sujets fondamentaux qui inquiètent au quotidien. Ce n'est pas le dialogue social, le sujet au quotidien qui ennuie les indépendants. Ce sont ces sujets-là. Sur la fiscalité, si vous ne voulez pas être en reste sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, il faut aussi faire des contre-propositions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une telle rigidité entre micro-BNC, déclaration contrôlée, l'aspect passé par un organisme agréé pour ne pas avoir une majoration de 25%, être dans une situation où on est en permanence finalement vis-à-vis de Bercy, dans une situation où Bercy considère que l'indépendant est un fraudeur par quasiment de manière génétique. Donc là, il y a vraiment une question. Et ça, moi, je vois nulle part. Alors, peut-être que je n'ai pas encore toutes les informations que vous allez dévoiler dans la journée, hein, c'est vraisemblable d'ailleurs, mais je vois nulle part une proposition toute simple, à mon sens, qui serait d'augmenter le plafond des micro-BNC de manière très importante. C'est-à-dire les 32 900 €, pourquoi c'est pas 100 000 €? Pourquoi c'est pas beaucoup plus haut? Et ça, c'est plus simple. On demande de la simplicité, on demande de la simplification. On nous fait du blabla toute la journée sur le fait qu'on fait un choc de simplification. Et ça, c'est tout bête. Ça permet un abattement de 34%, ça permet d'être sécurisé. Moi, je vois très bien les témoignages que j'ai autour de moi d'indépendants qui disent qu'ils appellent leur DGFIP, leur service des impôts au niveau local. Ils disent, voilà, moi, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on leur donne du conseil? Non, on leur envoie le BOI, le bulletin officiel des impôts. Débrouillez-vous avec ça. Il n'y a pas, contrairement à d'autres pays, cette notion d'accompagnement, de conseil et de capacité des services fiscaux, non pas à dire si vous vous trompez, je ne vous raterai pas sur ensuite un contrôle, etc. Mais plutôt comment je vais vous aider, madame, monsieur, parce que vous êtes face à un système qui est compliqué, comment je vais vous aider à être dans la meilleure situation fiscale possible pour vous. Et ça, moi, je trouve qu'il faut changer la réflexion de nos services des impôts là-dessus. Il n'y a pas cette notion de service. Au Luxembourg, à Singapour, dans plein de pays aujourd'hui, vous avez une vocation de conseil qui est énorme. Pourquoi, avec autant d'agents au niveau des impôts, on en a de l'ordre de 12 à 15 000 de plus sur la perception de l'impôt sur le revenu par rapport aux Britanniques en France. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette notion de service, cette capacité de service? Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut que vous insistiez, avec ces capacités d'abattement supplémentaires sur les micro-BNC, sur les BNC, cette remontée des plafonds. Et c'est simple, ça parle à tout le monde. Personne ne le propose dans le cadre de la campagne présidentielle. Agnès, vous devriez vous présenter. Moi, je pense qu'il faut qu'Agnès se présente à la présidentielle. Là, il y a un cas concret. Vous voulez répondre? Je veux bien répondre très rapidement. rapidement. On prend un cas concret. Très après, rapidement, parce président. que lors des assises de la fiscalité, tout à coup, on avait oublié qu'il n'y avait pas que l'IS. Nous obtenons, donc fin 2013-2014, début 2014, une commission ad hoc qui se réunit à la chancellerie. Nous faisons force de proposition sur la fiscalité de nos entreprises. On nous annonce qu'un rapport doit sortir le 30 juin 2014. Depuis le 30 juin 2014, nous attendons, malgré les relances que nous faisons, sur les propositions qui ont été faites au sein de cette commission ad hoc. Autre exemple, nous obtenons dans la loi travail la possibilité de provision en cas de litige avec un salarié. La loi est adoptée. Le Conseil constitutionnel considère que c'est un cavalier législatif. Depuis,
c'est balayé. Nous ne pouvons pas faire de provision. Comment voulez-vous qu'on embauche des gens alors que lorsqu'il y a un litige prud'homal, c'est la clé sous la porte? Ce sont 2 exemples que nous faisons. Et je rappelle encore une fois que si on voulait un peu nous écouter, ça marcherait certainement mieux. Président, il y a une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Je suis seul dans ma SARL depuis 17 ans. Quel intérêt à devenir indépendant? Alors, il est seul dans sa SARL, j'allais dire, il est indépendant parce que oui, c'est pour ça. s'il est majoritaire, quel intérêt à devenir indépendant? Il est déjà indépendant puisqu'il peut être inscrit au RSI, même s'il est dans une SARL, ce n'est pas interdit. Entre la gestion et le statut, ce sont 2 choses totalement différentes. Donc, je crois répondre de On plus. voit mal la question. Les seniors dans la place des seniors dans les professions libérales? Alors, je laisserai les libéraux répondre sur ce sujet-là. Michel est parti accueillir le secrétaire d'État à l'industrie. Si je peux dire en règle générale, la place des seniors, elle est tout à fait nécessaire dans l'accompagnement des plus jeunes, en ce qui nous concerne dans toutes nos professions en général. Michel Godet, un petit mot sur ce qui a été dit? Je ne veux pas trop mobiliser. Ça marche? Oui, c'est bon. Oui, je voulais réagir sur 2-3 choses, notamment sur l'apprentissage et puis un peu sur le Danemark. Parce qu'on parle toujours du Danemark comme étant un modèle. Non, c'est moi qui ai mis ça dans Oui, le non, mais tapis. c'est pour ça que je te permets de te corriger. Parce que le Danemark, c'est bien pour les Danois. C'est assez xénophobe. Si tu n'es pas Danois, tu n'as pas droit. Donc il faut arrêter d'être que positif sur le Danemark. Ça ne veut pas dire qu'il y a des idées à prendre, mais on ne prendrait pas tout, notamment avec nos syndicats qui sont sensibles à ces questions. Hein. Donc je crois que c'est important. Et sur l'apprentissage, je voudrais en profiter, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois là-dessus. Il n'y a que 5% des jeunes qui sont en apprentissage. Il y en a 30% qui sont dans les lycées professionnels, ce qui n'a rien à voir, ce n'est pas un contrat de travail. Et donc, si on veut s'occuper de la formation professionnelle des jeunes, il faut d'abord s'occuper des 35%. Les 5%, c'est bien, mais c'est juste la partie apparente de l'iceberg. Et quels sont les problèmes qu'on a dans le lycée professionnel aujourd'hui? C'est d'abord que les enseignants ne sont plus des professionnels. Ils sont des professionnels de l'enseignement. Vous savez que la pédagogie, c'est l'art d'enseigner ce qu'on ne sait pas. Hein, bon. Et donc, ils ne touchent plus aux machines parce qu'ils ne savent pas comment faire. Vous allez au Château-Thierry, au lycée professionnel, les machines à bois ou métaux sont toutes neuves, payées par la région, mais n'ont jamais servi parce qu'il est arrivé le principe de précaution. Hein, et donc, on ne met pas des jeunes sur des machines, c'est dangereux. Et c'est authentique, mon histoire, c'est du vécu. Et les professionnels eux-mêmes, enfin les enseignants, ne savent plus s'en servir. Donc on a ce problème. Et un 3e problème que je vais évoquer, donc changer le mode de recrutement des lycées professionnels et surtout que les professions s'occupent de la formation professionnelle de leur métier. Et là, vous avez une responsabilité importante, quelle qu'elle soit. Et j'ajouterai enfin, c'est un petit exemple pervers mais qui est lourd de conséquences, c'est qu'on a supprimé les internats dans les lycées professionnels. Quel est le rapport là? Ça change tout. C'est qu'un jeune qui vit dans une campagne, en général, les deux tiers des jeunes qui sont dans les lycées professionnels sont dans les classes modestes. Bon, employés, ouvriers, etc. Les parents, s'ils vivent à Nemours, il y a un lycée hôtelier, mais si le gamin a envie de faire une formation au métaux, eh bien, il faut aller ailleurs. Ils n'ont pas de quoi lui payer, et donc ils le mettent dans le lycée hôtelier. Et donc il se met à faire une formation qui ne correspond pas à ses aspirations. Et donc, au nom du regroupement des lycées, on a fusionné les lycées d'enseignement général avec les lycées professionnels dans un territoire, sans se rendre compte, eh bien, on a empêché les jeunes de milieux modestes de pouvoir aller ailleurs. Et donc ce genre de choses, c'est des trucs très concrets, et c'est mon bien que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. On fait des réformes vues d'en haut, mais on oublie ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça que j'espère beaucoup que les régions et les professions vont reprendre en main l'apprentissage. Et là, le CS peut jouer un rôle énorme. Alors, comme on est rattrapé par le temps et Monsieur le ministre est arrivé, je vais demander à ce que chacun prenne la parole 2 minutes, un droit d'entrée, sur ce que vous entendez dire. Laurent Berger, je crois que vous vouliez réagir à ce que disait Michel Godet déjà. Non, moi je regarde les questions, donc je pense que si les gens Alors les si posent, vous voulez il faut vous pouvoir... saisir d'une question, allez-y. Non, mais je veux juste en prendre 2. Oui, D'abord, est-ce qu'il allez-y. faut mieux valoriser l'entrepreneuriat? Oui.
Oui, c'est la responsabilité de tout le monde, c'est aussi la responsabilité des organisations d'employeurs. Et pour ça, moi je crois qu'il faut pas simplement avoir un regard négatif sur l'écosystème. Il faut montrer en quoi c'est de l'épanouissement personnel, en quoi c'est de la création de richesse sur un territoire, etc. Et puis l'autre question, c'est est-ce que, à donner la liberté de choix, sur la protection sociale, on ne la voit plus la question, donc je ne peux pas là. Mais est-ce que, en gros, il n'y a pas de l'arbitrage individuel? Je le dis ici, c'est ça le risque. Et moi je le dis, on a besoin d'un sens commun, de bien commun, du vivre ensemble. On a besoin, Michel l'a dit tout à l'heure, de protection sociale qui permet à chacun d'avoir des soins en fonction de ses besoins. Et je ne suis pas pour une société, je le dis, je suis pour une société où on fasse de l'économie un enjeu important, où on fasse de l'entrepreneuriat un enjeu important, mais en même temps, je suis pour une société où on fasse attention à la situation de tous, y compris les plus modestes. Et quand on parle des familles les plus modestes, eh bien, il faut mutualiser à un moment donné pour donner à tous sa chance et considérer que tout le monde ne réussit pas du premier coup, et quand on ne réussit pas du premier coup, on réussit du deuxième. Et pour ça, on a besoin de dialogue social, de discuter. C'est ce qu'on fait bien, je trouve, avec l'UNAPL, même si on a encore des marges de manœuvre sans doute, mais c'est ce qu'il faut construire à l'avenir, c'est-à-dire un peu de confiance en nous et pas simplement du bashing. Un peu de confiance en nous. Merci. Président Bernasconi, voulez-vous saisir d'une question ou vous voulez Non, peut-être deux réflexions. D'accord. On a beaucoup parlé du poids des charges et évidemment après comment pouvoir créer de l'emploi et puis se développer. On a évoqué peut-être rapidement le sujet des normes et de la complexité dans laquelle on est. Moi, j'ai une proposition et je proposerai à toutes les sections du CESE de réfléchir lorsqu'elles feront des préconisations à peut-être faire en sorte que ces préconisations n'ajoutent pas à la complexité et qu'on réfléchisse aussi le volet simplification lorsqu'on a des préconisations à faire au sein du CESE. Et puis un dernier point qui me paraît important, vous êtes en train de vous structurer, organisation professionnelle, patronale. On voit bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'interpro, les choses sont parfois compliquées et parfois bloquées, et qu'il faut retrouver un espace peut-être un peu de respiration. Il y a un lieu où on respire pas mal, en général c'est au CESE, et peut-être que trouver un lieu comme ça, plus apaisé, pour discuter de plus de choses et parfois de sujets importants, pourrait peut-être, évidemment ça se ferait avec l'accord des différentes organisations, mais ça pourrait être le lieu peut-être demain de la négociation, et ça pourrait être peut-être pas une mauvaise idée de se transporter dans un lieu comme celui du CESE, où on pourrait amener aussi une certaine expertise. Voilà. Merci. Président Crouzet, 2 secondes. 2 secondes, vous dire que les entreprises de proximité sont le maillage territorial et ont confiance en leur pays. Ce qu'ils demandent simplement, c'est la considération qui leur revient, parce que ce qu'ils apportent socialement et économiquement n'est pas assez reconnu pour apporter assez de confiance, parce qu'il y a un potentiel extraordinaire qui existe, et en particulier vis-à-vis des jeunes, parce que je ne connais pas de jeunes dans nos secteurs d'activité qui soient demandeurs d'emploi. Merci. Agnès, un dernier mot? Oui, si on veut plus d'indépendants, il va falloir plus de liberté, moins de contraintes, supprimer notamment le projet de prélèvement à la source, revenir sur la pénibilité, revenir sur ces sujets parce que c'est plus de complexité, plus d'ennui au quotidien. Et puis, se poser la question de la représentativité syndicale, se poser la question du financement syndical est absolument nécessaire. Le paritarisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec nos instances paritaires, avec les syndicats de salariés et les syndicats du patronat que nous avons, financés par l'argent du paritarisme, à mon avis, à un moment, c'est plus ce qu'il nous faut pour le XXIe siècle. Effectivement, le chèque syndical proposé par Laurent Berger me semble une bonne idée, mais en remplacement de tous les financements qui existent aujourd'hui, ça permettra d'avoir une représentativité beaucoup plus indépendante, beaucoup plus à l'écoute des vraies attentes de ceux qui sont représentés par ces instances et qui sont au quotidien confrontés à des soucis qui sont extrêmement difficiles à résoudre au niveau fiscal, social et de complexité. Merci Agnès.